Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le thème 2 du module M4113 concernant les tableaux de bord et plus précisément on va travailler sur les écarts liés au chiffre d'affaires ou aux marges que réalisent l'entreprise lorsqu'elle vend. Donc on n'est plus comme dans le premier thème sur une analyse des coûts, mais on est plutôt sur une analyse des produits, donc l'analyse du chiffre d'affaires ou des marges d'une entreprise. Donc principalement, on va avoir deux objectifs, enfin, deux façons de travailler. La première, on va comparer le chiffre d'affaires prévu au chiffre d'affaires qui va être réalisé. Donc on va en fait le comparer si on a ou pas, oui ou non, respecté les prévisions de chiffre d'affaires ou de marge qu'on avait envisagées par rapport à la réalité. On peut aussi faire cette comparaison entre deux périodes différentes. C'est-à-dire que là, on va prendre par exemple 2 années, et puis on comparera le chiffre d'affaires de 2 années ou la marge des 2 années afin de comprendre l'évolution qu'il y a eu entre ces 2 années. Voilà. Donc pour l'instant, on va travailler sur quelque chose d'assez simple. C'est les écarts sur le chiffre d'affaires ou sur la marge lorsqu'on a un seul produit. Pourquoi je vous dis que c'est simple? Parce qu'en fait, on va déterminer un écart sur le chiffre d'affaires. Et cet écart sur le chiffre d'affaires, on va le diviser en deux, le scinder en deux. Il y aura une partie de cet écart qui sera liée à une politique de prix, donc ça sera un écart sur prix, et l'autre partie de cet écart qui sera liée à un problème de quantité, et ça sera donc un écart sur quantité. Donc en général, c'est très très simple de calculer un écart lorsqu'on a un seul produit. Il y a malgré tout un petit piège lorsqu'on ne travaille pas sur l'écart sur chiffre d'affaires, mais sur l'écart sur marge. Eh bien, il faut faire attention, et c'est noté dans votre cours, hein, que le calcul de la marge réelle ou prévue est toujours effectué est toujours calculé ou effectué en effet en fonction d'un coût qui est prévu, d'un coût préétabli. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais en compte le coût réel. Pour calculer la marge, c'est toujours prix de vente prévu ou réel, diminué du coût préétabli et jamais diminué du coût réel. Pourquoi on fait ça? Pour avoir une marge qui en fait ne soit pas impactée par un coût réel de production qui soit inférieur ou supérieur aux prévisions et qui dans ces cas-là ne doivent pas être incombés aux commerciaux, à la performance commerciale de l'entreprise, mais plutôt à la performance de production. Donc pour éviter ça, eh bien, afin vraiment d'être dans ce chapitre sur l'analyse de la performance commerciale, on ne prend jamais le coût réel pour le calcul de marge, mais toujours le coût prévu. Vous le verrez, c'est indiqué dans votre cours. Alors, justement, on va commencer par travailler sur l'exemple de votre cours avec un seul produit. Donc là, c'est une comparaison entre le prévu et le réel. Alors, comment ça se passe? Vous avez un produit 1, la quantité prévue de vente sur une année c'était 8 000, le prix de vente 50 euros. On avait donc un chiffre d'affaires prévisionnel de 400 000 euros. En réalité, notre chiffre d'affaires a été supérieur, il a été de 441 600. Donc déjà, vous voyez que en termes d'écart, eh bien, le réel étant supérieur au prévu, nous avons un écart qui est favorable de 41 600. Cet écart favorable est évidemment lié à la quantité et le prix de vente. Pourquoi? Parce que pour déterminer le chiffre d'affaires, on fait toujours quantité fois prix. Donc le chiffre d'affaires est lié à deux variables, la quantité et le prix, et c'est ce qu'on va maintenant essayer d'analyser. Donc on va commencer par calculer un écart sur prix. Alors l'écart sur prix, c'est comme celui qu'on avait calculé lorsqu'on travaillait sur l'analyse des charges, hein. On va faire le prix réel moins le prix prévu, qu'on appelle aussi prix budgété, multiplié par la quantité réelle. Là, le prix réel est de 48, le prix prévu est de 50, donc nous avons perdu 18 400 euros. Il y a une petite erreur là, je vais la changer, c'est pas multiplié par 200, mais multiplié par 9200. Il manquait un 9000. Voilà, hop, je le remets. Voilà, multiplié par 9200. Donc, on a un écart, vous avez vu, il est négatif, hein. Donc, ça veut dire qu'il est négatif, et donc il est défavorable. Dans le chapitre d'avant, lorsque c'était négatif, c'était favorable parce que c'était moins de coûts, il y avait moins de coûts, donc évidemment c'est favorable. Là, c'est moins de chiffre d'affaires, donc c'est pour ça que l'écart est défavorable. Et de toute façon, même si on ne tient pas compte du signe, hein, le fait que le prix réel est inférieur au prix prévu génère évidemment un écart défavorable. Donc, premièrement, notre politique de prix a été en dessous des prévisions, puisque nous avons vendu moins cher que ce qu'on avait prévu. À côté de cet écart sur prix, on va travailler sur l'écart sur quantité. Là encore, c'est la même formule qu'on avait utilisée
lorsqu'on était sur les écarts de coût de production, hein. Quantité réelle, 9200, moins quantité prévue, 8000, multiplié par prix de vente prévu ou prix de vente budgétisé, 50 euros. Et cette fois, on a un écart largement favorable de 60 000 euros. Ça veut dire qu'on a beaucoup mieux vendu que ce qui était prévu. Voilà. Évidemment, on vérifie que l'écart sur quantité plus l'écart sur prix nous permettent de retrouver l'écart de 41 600 ici qui était favorable. Et là, c'est le cas, hein, puisque 60 000 moins 18 400, on tombe bien sur 41 600. Alors, on pourra en faire une analyse, là, on n'a pas assez d'informations pour en faire une analyse, hein, mais on pourrait dire que peut-être une politique de prix agressive, en tout cas plus faible, avec un prix plus faible que celui qui était prévu, a permis d'augmenter en quantité, en volume, les ventes. Voilà, ça peut être une explication de cet écart favorable et des deux sous-écarts qui ont été gérés par rapport à ça. Voilà donc pour l'analyse du chiffre d'affaires lorsqu'on travaille sur un seul produit. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors, le problème, c'est lorsqu'on va travailler sur plusieurs produits. Là, pourquoi? Parce qu'on va toujours avoir cet écart sur le chiffre d'affaires, hein, qu'on va scinder en écart sur prix, comme tout à l'heure, et en écart sur quantité. Mais comme on va travailler sur plusieurs produits, cet écart sur quantité, on va pouvoir le scinder lui aussi en deux sous-écarts qu'on appelle les écarts sur volume et l'écart sur composition. Et on va voir que là, il y a une vraie méthodologie à respecter pour déterminer l'écart sur volume et l'écart sur composition. L'écart sur composition, pour le calculer, en fait, on va être obligé de déterminer le pourcentage que chaque produit a dans la composition totale du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un peu du marketing mix, hein. On va chercher l'importance en pourcentage de chaque produit dans le chiffre d'affaires ou dans les quantités vendues au cours de l'année par l'entreprise. Et je vais vous montrer par exemple. Donc, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. Vous avez vu, c'est le même produit 1. Cet exemple, vous l'avez évidemment dans votre cours, hein. Là, vous avez le produit 2 et le produit 3. Le chiffre d'affaires total, c'est 1 130 000 en prévu. En réel, c'est 1 165 800. Donc, on a de nouveau un écart de 35 800, qui évidemment est un écart favorable, puisque le chiffre d'affaires réel est supérieur au prévu. Alors, on va pouvoir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire déterminer pour chaque produit un écart sur prix et un écart sur quantité. On l'avait vu pour le produit 1, on avait moins 18 400, plus 60 000 en quantité. On fait pareil pour le produit 2 et pour le produit 3. Ce qui nous permet d'avoir un écart sur prix global et un écart sur quantité global. L'écart sur prix global est de 8700, moins 8700. Il est donc défavorable, alors que l'écart sur quantité est lui positif de 44 500, il est donc favorable. Évidemment, l'addition de l'écart total sur quantité plus l'écart sur prix nous permet de retrouver l'écart global sur le chiffre d'affaires qui était de 35 800. Voilà. Sur l'écart sur prix, on ne pourra pas faire grand-chose. On sait juste que voilà, on a eu encore une fois une politique de prix qui était plus faible que ce qu'on avait prévu parce qu'on a un écart défavorable de 8 700. C'est vrai, on peut le regarder, hein. Là, le produit P1 a été vendu 2 euros plus faiblement que prévu. Le produit P2, 1 euro de plus faible que prévu. Par contre, le produit P3 a été vendu un peu plus cher que ce qui était prévu. En fonction de ça, encore une fois, c'est comme on travaille sur une analyse multi-produit, eh bien, on va essayer de mieux analyser ce 44 500 en déterminant en fait deux sous-écarts, l'écart sur le volume des ventes et l'écart sur la composition des ventes. Voilà, en essayant de donc mieux déterminer à quoi correspond cet écart sur quantité de 44 500. Alors, pour faire ça, on va commencer par l'écart sur le volume global des ventes. Je reviens en arrière, mais vous l'avez peut-être pas vu, mais quand on fait 8 000 plus 12 000 plus 10 000, là, en global, on avait prévu d'en vendre 30 000. Alors qu'ici, quand on fait 9 200 plus 11 300 plus 10 500, en réel, on en a vendu 31 000. Donc on a vendu 1000 unités de plus en réel que ce qui était prévu. Alors cet écart sur volume global des ventes,
Eh bien, dans un premier temps, première étape, il faut qu'on calcule le prix moyen prévu. Le prix moyen prévu, alors comment j'ai fait pour trouver le prix moyen prévu? Je vais vous remontrer. J'ai pris le chiffre d'affaires total, 1 130 000 euros, le chiffre d'affaires total prévu, hein, et je l'ai divisé par la totalité des quantités prévues, c'est-à-dire 8 plus 12 plus 10, ce qui faisait 30 000 euros. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon prix moyen prévu, qui était de 37,67. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, eh bien, un produit est vendu dans cette entreprise 37,67 euros. Bon, c'est un chiffre un peu arrondi, mais c'est le chiffre qui a été déterminé en faisant chiffre d'affaires prévu divisé par quantité prévue. Par rapport à ça, je vais utiliser ce prix moyen prévu pour déterminer l'écart sur volume en faisant prix moyen prévu multiplié par quantité réelle moins quantité prévue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la quantité réelle de 31 000 est supérieure à la quantité prévue de 30 000. Donc, j'ai fait 37,67 euros multiplié par 1000 et j'ai un écart favorable de 37 670 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir vendu 1000 produits en plus devrait me générer un écart sur chiffre d'affaires supérieur de 37 170 euros favorable. C'est-à-dire que ça a augmenté mon chiffre d'affaires de 37 670 euros. Voilà. Mais encore une fois, je raisonne sur le global des ventes, uniquement sur le global des ventes, et je ne suis pas rentré dans le détail produit par produit. En tout cas, en global, eh bien, si j'avais respecté, et on verra après, ma proportion entre mes différents produits, eh bien, l'écart global sur le volume des ventes est favorable de 37 670. Voilà, donc dans celui-là, n'oubliez pas de calculer le prix moyen prévu surtout. L'écart sur composition des ventes, qu'on appelle aussi marketing mix, passe par plusieurs étapes. La première étape, ça va être de rechercher en pourcentage la composition prévue du portefeuille produit. Alors nous, on a 3 produits, P1, P2, P3. P1, P2, P3, je vous rappelle qu'on a prévu d'en vendre, ce sont des prévisions, 8 000 de P1, 12 000 de P2 et 10 000 de P3. Donc en tout, ça fait 30 000. Et j'ai cherché à combien ça correspondait en pourcentage. À combien ça correspondait en pourcentage. Et pour trouver mon 26,67, mon 40% et mon 33%, je vous l'ai expliqué juste à côté. Le 26,67, c'est le produit P1 en quantité 8 000 divisé par le total 30 000. 26,67% de mes ventes, normalement, devraient être affectées au produit P1. 40% de mes ventes devraient être affectées au produit P2 et 30%, non, excusez-moi un peu plus, 33,33% de mes ventes devraient être associées au produit P3. En tout cas, c'est des prévisions que j'ai faites. Voilà. Et la question va être de savoir maintenant, et je vais revenir en arrière, si les 31 000 là, qui étaient les quantités réelles, celles-là, je reviens ici, celles-là, est-ce qu'elles ont bien respecté les 31 000? Eh bien, le pourcentage prévu de chaque produit dans la composition des quantités globales totales qui ont été vendues. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la deuxième étape, ça va être celle-là justement. Ça va être d'adapter ces pourcentages qu'on vient de trouver à la composition prévue. Donc on les a trouvés grâce à la composition prévue et on va les adapter aux quantités réelles afin de pouvoir déterminer justement ces écarts sur la composition du portefeuille. Donc, les quantités réelles, elles sont ici. Produit 1, 9002, produit 2, 11003, produit 3, 10 500. Vous voyez bien, ça fait 31 000. Et là, en fait, je l'ai fait pour les 3, pour vous expliquer comment j'ai trouvé la quantité si j'avais respecté la composition prévue. Si j'avais respecté la composition prévue, eh bien, en fait, en ayant 31 000 de global de vendus, j'aurais dû en affecter, aurait dû se reporter 26,67% des 31 000 sur le produit P1. Donc ça aurait dû normalement me permettre de vendre 8 267 produits. Le produit P2, ça aurait dû permettre de m'en vendre 12 400. Et le produit P3, ça aurait dû me permettre d'en vendre 10 333. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, en vendant 31 000, si j'avais respecté mes pourcentages de composition de mon portefeuille, voilà ce que j'aurais dû vendre comme quantité pour chaque produit.
Donc, évidemment, la quantité en total fait 31 000, puisque je n'ai juste repris le 31 000 en global ici, auquel j'ai affecté les pourcentages, qui évidemment, les 3 pourcentages forment 100%. C'est pour ça qu'ici, je retrouve aussi 31 000. Alors après, je calcule l'écart en quantité entre le réel et ce que j'aurais dû normalement vendre si j'avais respecté la composition de mon portefeuille. Cet écart sur quantité, donc, il apparaît ici, 933 en plus pour P1, moins 1100 pour P2 et plus 167 pour P3. L'addition des trois écarts, ici, en tout cas de l'écart sur quantité de tous mes produits, évidemment, doit faire 0, puisque je compare un total de 31 000 à un autre total de 31 000. Donc la somme des écarts, évidemment, fait 0. Je me compare après, je multiplie. Là, j'ai l'écart en quantité, c'est déjà bien, mais maintenant j'ai besoin de le valoriser en euros, parce que je vous rappelle que moi j'ai un écart sur quantité qui est valorisé en euros. Donc je multiplie par le prix prévu à chaque fois. Ici, j'ai donc un écart favorable de 46 150, défavorable ici de 44 000 et favorable de 4 167. En tout cas, en global, il demeure favorable de 6 817 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une composition qui n'a pas été respectée, c'est vrai, sinon j'aurais pas d'écart, mais j'ai surtout des quantités réelles qui n'ont pas respecté la composition sur des produits qui sont vendus cher. Ici, vous voyez, le produit est vendu 50 euros. Et c'est pour ça, en fait, j'ai plutôt vendu plus que j'aurais dû vendre pour ce volume de vente, qui est de 31 000. J'ai vendu beaucoup plus de produits P1. Et comme le produit P1 est le produit que je vends le plus cher, évidemment, ça va booster mon écart sur composition. Donc, je n'ai pas respecté mes pourcentages, mais à la limite, ça a été favorable pour l'entreprise parce que ce non-respect a surtout été axé sur des produits à forte, dont le prix est très fort, plus fort que les autres, 50 euros. Voilà, d'abord je pourrais vous montrer comme ça. Je vais vous montrer ici qu'en effet, normalement, mon produit P1 représente 26,67% de mes ventes globales. Et là, en réel, quand je fais 9200 divisé par 31 000, mon produit P1 représente 29,67% de mes ventes. Et comme c'est le produit que je vends le plus cher, évidemment, ça me booste mon écart sur composition qui devient par défaut, en conséquence, favorable. Alors, dernière petite vérification, on vérifie évidemment que l'écart sur volume, celui que j'avais calculé avant, je vous remonte celui-là, c'est un peu plus loin, le 37 670, plus l'écart que je viens de déterminer, le 6817, là, que l'écart sur composition soit bien égal à l'écart sur quantité que j'avais au début. Alors, si vous refaites le calcul, vous verrez qu'on aura un écart de 2-3 euros qui est lié juste à un problème d'arrondi, mais sinon, en effet, on retombe très très proche de l'écart sur quantité qu'on avait évoqué tout à l'heure. Voilà, bon écoutez, j'espère que là, cette explication du cours va vous aider. C'est pas un chapitre très compliqué, il faut juste bien comprendre surtout la méthodologie de l'écart sur composition lorsqu'on travaille sur une analyse sur plusieurs produits. Très bien, je vous remercie, bon courage, à bientôt, au revoir.